Bonjour à tous, bienvenue Bonjour. à ce nouveau webinaire Adimeo sur la thématique de l'UX Writing. Tous d'être là. Alors, avant de commencer, je vais vous faire une brève présentation de notre agence Adimeo et puis d'abord nous présenter. Donc, moi, je suis Solène, je suis consultante digitale chez Adimeo et à côté de moi, c'est Daniel Ventura et je suis UX designer. Voilà, on est ensemble aujourd'hui pour 45 minutes, donc on va faire une présentation de 30 minutes à peu près. On laissera un petit quart d'heure pour les questions à la fin. Et donc, du coup, pour vous parler un peu de l'agence, donc Adimeo est une agence digitale qui accompagne ses clients dans leur transformation digitale pour faire de leur digital un vrai levier de développement. On les accompagne dans tous les sujets liés au digital et dans tous les challenges qui s'offrent à eux aujourd'hui, donc que ce soit l'utilisation de nouveaux outils, la création de nouveaux terrains de dialogue, de nouvelles organisations ou encore de nouvelles techniques, pour entrer en relation et créer une relation pérenne avec leurs utilisateurs, leurs consommateurs et leurs clients. Pour ça, Adimeo s'appuie sur 4 expertises. Le conseil, donc la définition de la stratégie et de la trajectoire de transformation qu'on fait avec eux. Le design et l'innovation, on s'appuie sur un studio UI, UX avec des designers, des UX designers et de la recherche utilisateur. Donc, on développe des plateformes digitales sur plein de technos différentes, Drupal, Symfony, WordPress ou HubSpot, par exemple. Et enfin, un quatrième pilier primordial, le marketing et l'animation, où là, on va accompagner nos clients pour toute leur stratégie d'inbound marketing, leur CRM ou encore l'animation de leur site. Et donc, le challenge d'Adimeo au quotidien, c'est vous aider nos clients à créer des interfaces pour créer un souvenir mémorable, une expérience utilisateur qui soit remarquable, unique, différenciante et performante, évidemment. Et du coup, je vais laisser Daniel introduire le sujet du jour. C'est ça, donc aujourd'hui, il faut voir donc, cette présentation comme une introduction à l'UX Writing et ses bonnes pratiques, donc pour essayer de véhiculer un contenu sobre et impactant et rentrer en relation avec vos utilisateurs, essayer de sortir d'une interface froide et technologique à un vrai vecteur de relation. Donc, comme l'a dit Solène, on va vous défiler la présentation et on va essayer de garder 10 à 15 minutes de questions-réponses à la fin. Alors, pour commencer, qu'est-ce que l'UX Writing? On va essayer de faire une courte définition. Un peu de latence. Oui. Mes slides. Donc, l'UX Writing, en gros, c'est l'écriture web centrée sur l'expérience utilisateur, donc pour répondre aux besoins de l'utilisateur. Pour essayer d'illustrer un peu plus, il y a un article par Joshua Porter, qui est un peu un des pères fondateurs de l'UX Writing, qui a sorti un article en 2009 qui s'appelle « Écrire de la microcopie ». Et en fait, Joshua Porter, il avait une boutique en ligne où ses transactions étaient assez mauvaises. Il n'avait que 5 à 10% des transactions qui marchaient, donc beaucoup d'échecs, du fait d'erreurs de facturation. Voilà. Et ça, c'était le diagnostic qu'il en avait. Donc, il a regardé et il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'erreurs de facturation. Donc, qu'est-ce qu'il s'est dit qu'il allait faire? Il s'est dit, je vais ajouter une phrase, une petite phrase à côté du champ de l'adresse de facturation, et il a juste ajouté « Assurez-vous d'indiquer l'adresse de facturation associée à votre carte de paiement ». Et ça a résolu tous ces problèmes d'erreurs de facturation, et en plus de ça, ça lui a fait augmenter son taux de conversion. Donc, voilà, avec ça, c'était pour vous illustrer un peu donc, ce que c'était un peu la naissance de ce qu'on appelle l'UX Writing, et donc de la microcopie. Et la microcopie, c'est donc tous les intitulés qui accompagnent les interfaces pour aider, guider l'utilisateur à comprendre ce qu'on lui demande. Et du coup, on va le voir, ça peut être aussi un vecteur donc, de marque et de relation. Donc, tout ça s'inscrit effectivement dans une approche centrée utilisateur. Dans UX Writing, il y a UX. UX, c'est l'expérience utilisateur. Et assez simplement, c'est le fait de prendre en compte l'utilisateur dans la conception de votre outil ou de votre produit digital. Donc, au lieu d'essayer d'avoir une vision très ascendante du produit où
va essayer d'imposer une vision des choses pour ne pas faire d'erreur et maximiser son impact et sa facilité d'utilisation. On va se mettre dans la peau de l'utilisateur avec tout un tas de méthodes d'empathie, des cas de méthodologie qui vont nous aider à créer le produit le plus intuitif possible. Toute la partie design, donc pas que le beau, mais aussi le comment ça marche. Et évidemment, pour servir le marketing via les cibles, voilà, la promesse, ça c'est pris en compte aussi dans l'UX, mais il faut le voir quand même du point de vue de l'utilisateur. Donc ça, c'était pour remettre l'UX en regard de l'UX Writing. Et donc l'UX Writing va venir enrichir par la microcopie l'expérience utilisateur. Et donc, les enjeux de l'UX Writing. Alors du coup, pour parler des enjeux de l'UX Writing, donc on distingue 3 piliers, le marketing, la technique et le style, la stylistique. Donc le style évidemment, puisque comme on parle d'écriture, de rédaction, de posture rédactionnelle, on va demander à ce que l'écriture soit correctement orthographiée, qu'elle soit écrite de manière simple, claire et tonique. Il est très important d'avoir toujours en tête d'être facile à lire et à comprendre. On appelle ça le référentiel FALC. Mobiliser l'imaginaire, donc convoquer des émotions agréables, des souvenirs, des images, et respecter le ton de la marque et sa posture. Donc là, être vraiment dans la ligne droite de ses valeurs, de sa raison d'être si on en a une, mais voilà, être vraiment dans une stratégie globale, s'inscrire dans une stratégie globale. Sur le pilier marketing, là, c'est très important parce qu'en fait, comme l'expliquait Daniel, l'UX Writing, ça va vraiment permettre d'orienter, d'accompagner l'utilisateur vers la réponse à son besoin et donc potentiellement une client ou plus de rétention sur mon site. Tout ça est en synergie et marche ensemble. Donc, proposer des contenus éditoriaux utiles et intéressants, ça, c'est une évidence. Diversifier ses contenus, c'est un exercice qui demande beaucoup de régularité, mais qui est très important pour créer justement de l'engagement et de la récurrence sur son site, et dissiper les inquiétudes, les doutes, anticiper les erreurs et les frictions et répondre aux questions. Il n'y a rien de pire qu'une expérience désagréable sur un site internet, surtout si on a par exemple du paiement en ligne. On peut très bien braquer des gens à tout jamais. Ils reviendront sur votre site parce qu'ils auront eu peur. C'est ça. Et donc voilà, l'objectif, c'est vraiment d'être dans la réassurance, l'assurance, le self-care, comme on dit. Et ensuite, le côté technique, donc répondre aux impératifs sémantiques du référentiel naturel. Il faut savoir que l'UX Writing n'est pas du tout antinomique avec le SEO. On peut tout à fait, il faut d'ailleurs intégrer toute la sémantique liée aux performances SEO dans le travail de l'UX Writing pour justement faire converger ces objectifs. Et voilà, l'autre impératif, ce sera de renouveler ses contenus et toujours en regard de ses objectifs SEO et de ses mots-clés et de son champ sémantique. Et donc, du coup, peut-être pour résumer plus simplement, on peut retenir que il faut être facile et simple dans son écriture pour réduire la charge mentale de nos utilisateurs, parce qu'on a tous 1000 choses à penser et on fait tous 1000 choses en même temps. Augmenter la capacité à s'approprier, à mémoriser l'information qu'on cherche et surtout favoriser l'inclusion et réduire la fracture numérique. C'est un vrai sujet aujourd'hui, l'accessibilité, et l'UX Writing rentre complètement dans ces lignes-là. Et ensuite, être informatif, être utile pour répondre aux besoins et gagner en confiance, faire gagner l'utilisateur en confiance, créer de la confiance, de l'empathie, construire une relation avec son client comme on pourrait l'imaginer dans une boutique avec un vendeur ou une vendeuse. Et enfin, économe, court, direct, impactant, efficace pour favoriser le passage à l'action. Parce que l'UX Writing, ça sert aussi à ça, à un tunnel de conversion pour aller jusqu'à la transaction finale. Et du coup, comment entrer véritablement en relation, comment susciter l'engagement de la part de vos utilisateurs? On distingue 3 règles
d'or. Trouvez le ton juste en fonction de votre marque. Donc, ça peut nécessiter un travail de concertation. D'ailleurs, ça peut aussi nécessiter un travail de co-création en atelier éditorial. Ensuite, la règle numéro 2, comprendre la perception de vos utilisateurs vis-à-vis de l'efficacité du contenu élaboré. Là, on va parler plus de tests utilisateurs, de focus group. L'idée, c'est de venir se confronter au réel. C'est ça. Et troisième règle, cerner les besoins de vos utilisateurs et comprendre leurs attentes. Là, on est à la fois dans un état des lieux au moment T et dans une projection du futur, voilà, pour être au plus près de leurs besoins et anticiper les besoins du futur. Et alors, à travers quel contenu on va travailler son UX Writing sur son interface, son site, son application? Eh ben, les textes de première utilisation ou d'intégration, typiquement les textes, les messages d'attente qui peuvent, un moment de latence peut être très anxiogène. Donc, comment on va travailler une petite phrase sympathique pour rassurer son internaute. Les textes d'introduction et donc les messages. Les formulaires. Gros sujet, writing, les formulaires. On a des exemples un peu plus bas, vous verrez, mais en gros, on peut adopter certaines postures dans un formulaire qui vont vraiment changer complètement l'expérience de l'utilisateur et le plaisir qu'il aura à le remplir, même si parfois ils sont un peu longs et compliqués. Les boutons d'action, pour être bien clair, là je suis en train de commander quelque chose, là je suis en train d'envoyer un message, là je suis en train de changer de page, enfin, voilà, être très clair dans l'action qu'on propose et qu'on incite à faire. Les messages d'erreur, c'est primordial. Comme les bulles d'aide d'ailleurs, ce sont vraiment deux sujets de microcopie très importants et tout ça, ça fait partie de la réassurance et du self-care. Donc les textes d'aide, les FAQ, les FAQ sont souvent très consultés, il faut être malin sur ces FAQ, il faut être exhaustif, il faut être représentatif, il faut être accessible, c'est important, ça vous évite aussi beaucoup d'encombrement sur vos lignes téléphoniques, donc voilà, c'est un sujet qu'on doit travailler en UX Writing. Les newsletters, qui sont clairement un terrain de jeu pour l'UX Writing privilégié. Il est important dans une newsletter d'être impactant, d'être mémorisable, d'être compréhensible, d'être clair et d'être simple. Une newsletter qui, à rallonge, ne sera jamais lue jusqu'au bout. Enfin, les pages 404, là aussi, on a des exemples à vous montrer. La page 404, elle peut être extrêmement frustrante, donc il y a des bons tips à avoir. Et les pages de contact, les formulaires de contact, les liens de contact, puisque très souvent, l'internaute va quand même chercher, même s'il a trouvé sa réponse, à avoir un contact plus humain. Et justement, l'UX Writing, ça sert aussi à ça, à humaniser votre relation à travers l'outil. Pour vous parler des exemples Cast104, je vais vous parler des exemples positifs. Donc, on en a retenu deux. Donc, la Poste qui propose deux solutions. En fait, laisse pas l'internaute dans l'impasse. On n'a pas trouvé ce qu'on cherchait, mais on peut soit accéder à la barre de recherche, soit retourner sur la page d'accueil. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et le moteur de recherche est d'autant plus intéressant quand vous êtes sur un site qui offre vraiment beaucoup de contenu. Alors, ça suppose évidemment que l'internaute sache ce dont il cherche, la terminologie, mais ça offre une porte de sortie. La FNAC, elle dédramatise complètement le fait de ne pas avoir trouvé sa page avec un peu d'humour. Alors, il faut être explicite, il faut avoir un lien de redirection, mais c'est une piste qui est intéressante et qui laisse un souvenir agréable malgré le fait qu'on n'ait pas trouvé son produit. C'est ça. Et a contrario, comme on le voit à Google, on a un message assez sobre et technique et aucune de sortie, comme disait Solène. Donc, vraiment face à un mur et en plus, là, on véhicule dans l'image quelque chose de cassé, quelque chose de négatif. Donc, ça, c'est effectivement pas terrible. Et donc, sur la page d'en dessous, là, on est même page non trouvée. On a même une espèce d'illustration d'alerte, comme si on avait mal fait quelque chose. Il y a un d'erreur, c'est en rouge. Le rouge, ça véhicule pas des sentiments très positifs. Et un texte donc assez sobre et très informatique qui ne nous permet pas, en gros, de se dire qu'on a une porte de sortie ou une relation avec l'établissement bancaire. Et donc, du coup, pour conclure cette slide, la page
n'est pas une page qu'on doit oublier voilà, ou laisser de côté. Elle est importante. On finit toujours par atterrir sur une page 404. Donc, il faut se poser la question de comment on annonce le fait que l'internaute va être déçu un microseconde dans sa recherche. C'est ça. Bon, ça, c'est un des exemples d'illustration du UX-Writing assez classique. Maintenant, on va essayer d'aller un peu plus dans l'action et on va prendre d'autres exemples. On va rentrer un peu plus dans le détail. Alors, un premier commandement, si on peut appeler ça comme ça, il faut être dans l'empathie. L'empathie, donc, ça va être utiliser plus de verbes que de mots sophistiqués. On a tendance à utiliser des mots sophistiqués parce qu'on va trouver que ça nous met mieux en valeur, que ça démontre notre expertise, notre savoir-faire. En fait, sauf quand on est obligé de parler de manière très technique sur un sujet, il est quand même très conseillé d'être dans un registre simple, facile à comprendre et surtout parler dans la langue de l'internaute qui vous lit. Et donc, du coup, une des préconisations les plus fortes de l'UX Writing, c'est bien de privilégier des verbes conjugués et des verbes d'action. Donc, on dirait plutôt nous avons pris la décision de ou nous avons décidé de. On va choisir plutôt nous avons décidé de parce que là, on est dans l'action. Et donc, on est dans l'engagement, on est rassurant. Pareil, nous apportons une aide à nos clients. Non, nous aidons nos clients dans l'action. Et pareil sur des mots, typiquement, assistance, ça peut évoquer plein de choses, mais sur un site internet, ça dépend du produit, mais si vous n'avez pas de SAV, ça peut être un peu confusant. Aider, c'est plus simple. C'est ça. Apporter, c'est donner une réponse, donner de la valeur. Par conséquent, c'est un peu compliqué, on peut dire alors. Exiger, c'est avoir un besoin, répondre à un besoin. Une requête, typiquement, ça c'est un terme très digital. On va parler plutôt de questions. Foire aux questions, pas foire aux requêtes. Demander, interroger, résoudre, réparer, c'est un très bon exemple aussi de champ sémantique qu'on peut utiliser, qu'on préconise dans l'UX Writing. Donc voilà, là c'est pour donner effectivement une infusion de ce que c'est que d'aller donc vers l'utilisateur et de véhiculer de l'émotion versus un texte froid. Et de rassurer, c'est ça. Tout à fait. Dans l'empathie. Et du coup, on va continuer sur cet exemple. Parler, par exemple, terminal bancaire, ça c'est quelque chose qu'on entend souvent, notamment en boutique. En fait, nous, sauf si on a travaillé avec un TP, on ne sait pas ce que ça veut dire forcément. Donc, machine à carte, ça fonctionne très bien. Parler de fonds, fonds, s'il n'y a pas bancaire derrière, on ne sait pas forcément de quoi on parle. Argent, c'est aussi très simple. Et pareil, tous les libellés autour de la transaction, de l'annulation, du remboursement. Il faut être très, très clair dans ce qu'on annonce, dans ce qu'on dit. Dès qu'il y a un doute, l'utilisateur panique et peut interrompre parce que le doute fait que normalement, on doit se mettre en retrait. Pareil, un autre conseil, il faut toujours préférer une forme active à une forme passive. Typiquement, dans un message d'erreur, on va dire ce bug sera corrigé lors de la prochaine mise à jour. On est un peu dans l'attente, on ne sait pas trop bien comment ça va se passer. C'est froid. Actif, nous corrigeons ce bug cette nuit dans la prochaine mise à jour. Là, on est rassuré, on est au présent, on s'adresse à quelqu'un, on est dans le dialogue. Liste à puces, on peut retenir ceci, donc pas que des phrases courtes, être cohérent dans le style. Donc, si vous êtes que avec des verbes, et tout ça, s'appliquer à le faire pour toutes les lignes. Les lier les unes aux autres, que ça raconte une histoire, et puis essayer de ne pas dépasser 6 puces, voire maximum 8. L'objectif, c'est d'être facile à lire et facile à comprendre et à mémoriser. Donc, il faut garder en tête que plus on est court, mieux c'est. Et d'ailleurs, il faut essayer de se limiter à 20 mots. Alors, on ne vous encourage pas à compter les mots, mais toutes les personnes 10 vous en seront très reconnaissantes. Il faut absolument faire des phrases courtes. Et pour cela, pour vous aider, vous pouvez très bien vous appuyer sur le langage parlé. En général, on fait des propositions courtes et on est dans un phrasé tonique, dynamique. Ça, c'est vraiment des conseils du UX Writing qu'on peut faire sur le web. Et justement, sur le web, ça marche beaucoup mieux que dans un livre, à moins qu'on soit au théâtre. Vous pouvez vraiment entrer en dialogue, en fait.
Et en termes d'ergonomie, voilà, se limiter à 20 mots maximum, c'est aussi faire en sorte que votre message rentre plus facilement dans la tête de l'utilisateur, puisqu'on va lui demander des ressources cognitives moins puissantes. Donc, il va mieux assimiler votre message. Et donc, du coup, pour communiquer en toute fluidité avec votre communauté, pour refléter et vos valeurs. Donc, typiquement, si vous êtes une structure très accueillante, très inclusive, très dynamique, très jeune, au contraire, très branché RSE, enfin, ça doit transparaître dans votre discours, ça doit transparaître dans l'UX Writing. Il faut que ça infuse sur tout le site et aussi dans l'écrit. Utiliser des pictos et des emojis parce que ça va permettre de donner un autre niveau de lecture. Pareil, il faut penser accessibilité. Il y a des gens qui ont des difficultés à lire, mais qui vont voir mieux les images, les pictos notamment. Et par contre, bien penser du coup dans cette logique d'accessibilité que le picto ou l'emoji ne vient pas remplacer un mot, Non. il vient apporter une autre lecture ou alors égayer une phrase. Il ne faut pas hésiter d'ailleurs à rester positif. Il ne faut pas en faire trop si vous dites que tout est génial, ça perd de sens. Mais il ne faut pas hésiter à être dans des registres de la joie, du bonheur, de l'accomplissement. Voilà, utiliser des termes qui sont chaleureux parce qu'en fait, ce qu'on veut aussi, c'est créer une relation chaleureuse et de confiance avec ses visiteurs. C'est ça, et qui soit le reflet de votre tone of voice ou charte éditoriale. Ça doit vraiment venir de vous, de vos valeurs. Est-ce que, du coup, si vous êtes sur un sujet effectivement très touchy, peut-être que les emojis, ça ne sera pas du tout dans votre charte, ou alors que ça va venir vraiment ponctuer pas forcément des contenus froids, mais plutôt des contenus d'interface pour passer à l'action. Voilà, on va dissocier les sujets. Mais donc, utiliser les emojis, ça ne veut pas forcément être tout bisounours. C'est vrai, il faut vraiment le voir comme une aide à l'utilisateur. Et effectivement, sur la structure de vos paragraphes, voilà, quand sur une page éditoriale, déjà sur le médium ou digital, on retient que 20% des informations qu'on lit. Donc, à partir de ce constat-là, il faut être hyper précis et rapide sur la structure de vos phrases. Comme on l'a dit tout à l'heure sur les listes à puces, il n'en faut pas beaucoup parce que sinon, on a des listes à rallonge et du coup, le message se dilue. Donc là, c'est des titres qu'il faut voir comme accrocheurs, qui donnent envie, mais en restant cohérents, et des sous-titres qui vont être des alliés efficacement le contenu et pas forcément un titre qui parle froidement de la thématique et après j'ai un texte un peu pauvre. Voilà, il faut essayer de se mettre à la place du langage de l'utilisateur. Si c'est un contenu accompagnant, il faut structurer par des verbes d'action. On va venir vous accompagner, financer, quel est votre besoin, des choses comme ça. Voilà. Il faut avoir en tête l'usage, en fait. On a quand même une grande part de l'utilisation qui se fait aujourd'hui de manière nomade sur mobile. Donc, il est important d'avoir justement des structures de texte qui soient faciles à lire et surtout qu'on puisse rapidement identifier, tiens, cet article-là m'intéresse. Je le sais parce que le sous-titre m'a donné suffisamment d'informations, je n'ai pas besoin de descendre plus bas. Ou alors, pour avoir ma réponse, je sais que j'ai besoin de lire cet article, ou au contraire, je sais qu'il va falloir que j'en cherche un autre. Et ça, c'est directement inspiré aussi de la presse écrite, qui est d'ailleurs à la genèse aussi de tout ce qu'on raconte aujourd'hui. Et donc ensuite, renouveler vos contenus, évidemment, parce que du coup, comme on en parlait un peu plus haut dans les enjeux, l'UX Writing est aussi au service du SEO. En tout cas, il peut l'être s'il est fait conjointement avec un expert SEO qui va vous permettre de lier toute la sémantique. Et du coup, les moteurs de recherche apprécieront d'autant plus ce travail qui est fait. Et vos lecteurs seront nourris de contenus qui sont intéressants, impactants, sobres, intelligents
Et voilà. Et vous pouvez ensuite aller plus loin dans le marketing, en conjuguant plusieurs alternatives de contenu, donc des articles de fond, du snack content, donc des articles très courts, et du lead magnet. Donc là, pour ceux qui auraient besoin d'une définition, c'est un contenu très fouillé, type un livre blanc par exemple, auquel on peut accéder en échange de son adresse email. Voilà, donc c'est comment récupérer du lead en échange d'un contenu qui tient sa promesse. Et voilà. Donc tout ça, ça fait aussi partie des enjeux de l'UX Writing aujourd'hui. Et donc, du coup, pour vous parler d'un exemple inspirant, donc Cure, ce sont des... Enfin, Cure, on n'est pas en Angleterre. Cure. On vous invite, vous avez le lien en bas à droite si vous voulez vous connecter un peu en même temps que nous pour suivre. Là, nous, on a des captures d'écran, mais vous avez le lien pour aller un peu plus loin. Voilà, et du coup, on a choisi ce site internet parce qu'on a trouvé le formulaire, l'approche du formulaire très sympa, très intéressant, justement, dans l'empathie. Et c'est ça. Et même ce premier écran, donc, qui est l'écran d'accueil de la page d'accueil de Cure, reflète très bien les bonnes pratiques. Déjà, et si c'était mieux demain, on est déjà on interpelle l'utilisateur et on va essayer de véhiculer en lui quelque chose qui, à mon avis, en insight utilisateur, là, en ce moment, je ne me sens pas bien parce que je suis fatigué. On est sur des compléments alimentaires. En gros, c'est ce que Cure propose. Il propose des packaging, des bundles de compléments alimentaires en fonction de nos besoins. Et l'idée, c'est de faire passer un court formulaire. Et à la fin, on a le bundle la prescription de la prescription du complément alimentaire, mais déjà packagé, qui va bien, sous forme d'inscription. Et après, on les reçoit à la maison. Et du coup, on a sélectionné quelques écrans qu'on va vous montrer pour ceux qui se connectent sur le site et s'inscriraient, juste pour vous montrer un peu justement la posture qui a été prise. Donc, on a lancé le test. Le call to action, c'était je lance le test, faites le test. Et au lieu de dire nom, prénom, on lui dit tout d'abord, on lui parle comme un humain et on lui demande quel est votre prénom. Donc, voilà, là, je demande mon prénom. Et vous voyez que les champs donc, vont être par étapes. On fait un formulaire champ par champ, histoire de fragmenter le formulaire pour ne pas avoir un formulaire où on a une dizaine de champs à rallonge. Donc, après avoir donné son prénom, on dit bienvenue à l'utilisateur. Voilà, on lui parle comme un humain. Voilà, bienvenue. Est-ce que finalement, bienvenue Solène, Daniel, ça marque parce qu'en fait, ce n'est pas une phrase qu'on voit beaucoup. C'est ça. On va pas la voir, enfin, on peut la voir, on est habitué à la voir quand on se connecte sur son intranet d'entreprise ou dans un espace personnel, mais c'est plus rare dans un formulaire et en fait, c'est déjà être beaucoup dans l'empathie et c'est déjà quelque part faire du bien à son internaute. C'est ça. Et ils ont rajouté un petit picto pour dire tout va bien, ok, c'est bon, on peut y aller. Donc, l'autre question, c'est vous êtes, là c'est le genre. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, vous avez la barre de progression en dessous qui vous permet de voir, de savoir à peu près quel temps il vous reste, en tout cas la profondeur de formulaire qui est attendue. C'est ça. Donc, ça permet de... Ça aussi, c'est une bonne pratique ergo du formulaire. Et donc, ensuite, qu'avez-vous en tête? Là, on a besoin spécifique, envie de bien-être et découverte. Déjà, là, sur cette phrase, qu'avez-vous en tête? On aurait pu dire quels sont froidement, quel est votre besoin? La dimension 0, généralement, quand on a à faire ce genre d'intitulé, c'est ça. Donc là, on lui dit qu'est-ce que vous avez en tête? On parle à l'utilisateur, on se met dans son point de vue, il est en empathie. Et donc, on associe les types de besoins à des pictos pour déjà enclencher donc, une association de mémoire entre besoin et empathie. Donc, voilà, envie de bien-être, on a un smiley.
spécifique, là, je ne vois pas parce que c'est très petit, lampe, mais non c'est une lampe. Et une lampe torche, je crois. c'est une lampe torche. Et en dessous de besoins spécifiques, ça, c'est très important. Et là, du coup, on est vraiment dans de l'UX Writing intéressante. C'est qu'on ne dit pas juste besoin spécifique. Si on avait eu juste besoin spécifique, qu'est-ce que ça veut dire besoin spécifique pour l'utilisateur? Lui, il ne sait pas. Donc, on rajoute toute petite micro-copie qui va l'aider à se dire, OK, derrière ce besoin spécifique, j'ai bien ça. J'ai une carence identifiée. Et Exactement. en fait, cette façon de présenter ces 3 entrées, en fait, c'est juste une autre manière de présenter 3 niveaux d'expertise ou sur le sujet. Je suis novice ou je suis expert. Au lieu de demander votre niveau de connaissance dans les compléments alimentaires, on va vous demander plutôt quel est votre ressenti, en fait. Et donc, on est déjà quelque part dans l'expérience de utilisateur et dans une relation très dans la tête de son utilisateur, puisqu'on lui demande qu'est-ce qu'il a dans la tête. Voilà. Donc là, on lui demande quels sont ses besoins. Au lieu d'avoir des wordings tout simples, donc on a une association de picto et texte. Et donc, aussi, ne pas mettre juste des pictogrammes parce que les images valent 1000 mots et qu'il faut bien être précis et donc associer. Donc voilà, hein. Si on avait juste mis le picto soleil, on se serait dit, bon, en fait, c'est quoi? C'est soleil? Non, là, on parle d'énergie. On enfonce un peu des portes ouvertes en disant ça, mais c'est hyper important parce que c'est des petits détails qui font toute la différence. Et donc voilà, vis-à-vis des compléments alimentaires, là, on est sur une question qui est un peu essayer de sonder à l'utilisateur quel est son niveau de connaissance des compléments alimentaires et un peu son envie. Et est-ce qu'il est plutôt réfractaire ou voilà. Donc là, c'est assez touchy, c'est très intéressant. Donc là, on a 3 niveaux. C'est ce qu'ils ont, je pense, essayé de faire. Et donc là, on a le niveau, moi, je suis informé, donc je suis un peu expert. Mais je vais rajouter un petit pictogramme qui me dit que je suis informé, donc il ne faut pas me prendre pour un idiot. Curieux, donc voilà, là, du coup, on est un peu dans l'ouverture. Et sceptique, là, je déclare au système que j'ai besoin d'en savoir plus et qu'on me rassure, en fait. Tout à fait. Et du coup, il n'y a pas l'écran suivant, mais si vous choisissez « je suis sceptique », on ne va pas vous faire évidemment la même réponse que si vous aviez répondu que vous étiez curieux. Et donc, du coup, à chaque fois, on a une microcopie, un texte qui va venir accompagner le parcours utilisateur pour l'emmener jusqu'à la découverte du produit, ou alors interrompre le formulaire, puisqu'en fait, la cible du produit et le produit ne vous intéresse pas. Un autre exemple qu'on a choisi, donc dans un univers très différent, où là, on est sur le prêt immobilier, donc pas simple forcément de rendre agréable, sympathique cet univers-là. Oui, il y a plein de leviers émotionnels à faire passer. Être devenu propriétaire, c'est souvent source de stress, d'enjeux d'argent, d'engagement sur la durée. Donc là, on est typiquement au niveau émotionnel sur quelque chose d'assez puissant. Et du coup, on a choisi ce site parce que voilà, on le trouve très intéressant pour plein d'aspects. On va peut-être juste faire un petit disclaimer. Pour parler d'accessibilité, typiquement, si Tréto nous regarde, le vert et le rouge, pour quelqu'un qui serait daltonien, c'est critique, en fait. Donc, du coup, ce n'est pas forcément des associations de couleurs comme ça, surtout avec des gros aplats, qui seraient très recommandées en termes d'accessibilité. Et je vous le rappelle, on a besoin, c'est impératif aujourd'hui d'être accessible au plus grand nombre. Donc, mais voilà, que le site est très intéressant. Et voyez, on parlait tout à l'heure aussi de la joie, du bonheur, de l'accomplissement. Et là, avec le jeu, avec la typographie, des
la joie d'être propriétaire, il y a une vraie mise en avant du mot joie et donc joie associée à… C'est ça, exactement. De réussite. Avec la microcopie qui est juste en dessous, Préto, l'expert en ligne du crédit immobilier. Là, on est clairement sur la proposition de valeur et la promesse du site et du service Préto. Donc ça, c'est hyper important parce que c'est ça qui génère le positionnement. L'utilisateur, quand il arrive sur ce site, il a besoin de savoir, mais en fait, c'est qui Préto, à quoi ça va me servir, quoi. Donc là, on a clairement la promesse, on l'engage, il est engagé, et hop, le verbe d'action, après, c'est simule mon prêt, on y va, quoi. Et donc, eux, comment ils font quand je clique sur simuler mon prêt? Donc, on vous laissera aller explorer le site, mais c'est un peu la même idée d'étapier, voilà, de formulaire à étapes, comme un peu cure, mais associé à la simulation de prêt. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avant de commencer le formulaire, ils ont essayé de s'instaurer dans des espèces de moments de vie de l'achat immobilier. Donc, vous avez en haut à gauche, donc là, vous souhaitez préparer votre achat immobilier ou vous souhaitez renégocier votre prêt immobilier. Ce n'est pas la même temporalité. Potentiellement, le prospect, il est déjà sur le niveau de renégocier son prêt ou pas. Donc, ça, c'est déjà hyper malin et hyper important. Et c'est associé avec de l'image voilà, qui encore véhicule voilà, c'est la future maison familiale. On essaye d'engager l'utilisateur. Si je clique donc sur cet écran, sur cette zone à gauche, en haut à gauche, j'arrive sur un sous-panneau qui me pose la question, vous souhaitez préparer votre achat immobilier, donc vous cherchez votre bien ou vous avez déjà trouvé votre bien. Pareil, ça c'est hyper important et ça va nous donner des chemins de formulaire différents et qui sont associés, encore une fois, avec la même bonne pratique qu'on a vue de l'autre côté, picto et microcopie pour dire qu'est-ce que ça veut dire, vous cherchez votre bien. Et ensuite, peut-être un formulaire qu'on trouvait intéressant. Alors là, si vous n'êtes pas sur le site, peut-être vous n'allez pas voir parce que c'est un peu petit. Mais en gros, vous avez deux niveaux vous avez le formulaire qui se complète par phrase. Donc, vous complétez le mot dans la phrase. Voilà, c'est des petits champs déroulants ou alors vous tapez. Un module ensuite, Wizard. Voilà, module Wizard. Si vous voulez avoir le terme technique. Et du coup, ça, c'est aussi une bonne pratique parce qu'en fait, ça permet déjà de construire une phrase. Là, on s'inscrit dans un récit, on raconte son histoire, on se raconte. Donc, c'est une approche intéressante. Et ça permet aussi à l'internaute de se dire, bon, bah voilà, en fait, j'ai 3 lignes, j'en ai pas 30. Donc, et on a la barre de progression sur la gauche qui permet aussi de rassurer sur le temps passé sur le formulaire. Et voilà, tout ça, c'est des bonnes pratiques. Et ça s'inscrit aussi dans une démarche du X-Writing et d'expérience utilisateur réussie. Autre bonne pratique, donc on l'avait dit plus haut, la FAQ, donc c'est un des grands classiques de l'UX Writing. Et donc ici, Préto, les vignettes donc, de classification des FAQ sont structurées de telle sorte qu'on a donc un pictogramme qui va venir déjà donner un niveau d'information qui est un raccourci sur ce que ça va être. On va parler d'informations générales, d'argent, de configuration. Et donc, on a le titre, on a encore cette microcopie qui nous explique ce que ça veut dire le titre. Et en dessous, là, ils ont été très malins sur le fait de rajouter des petites vignettes qui donnent les membres de la communauté qui ont participé à cette FAQ, enfin qui ont alimenté de réponses cette FAQ avec le nombre, etc. Donc voilà, ces 3 facteurs-là, on a de l'humanisation, on a de la réduction de charges cognitives et en plus, on accompagne avec de la microcopie. Donc, ça, c'est le trio gagnant. Et là, typiquement, on est vraiment dans une relation, un rapport où on va être dans la représentativité maximum de nos utilisateurs, comment valoriser la communauté et donc comment humaniser la relation homme-machine. C'est ça. Voilà. Et ça marche très bien. En général, on apprécie ce genre de fac. Il y a aussi des approches très intéressantes de SAV sur les réseaux sociaux, notamment Facebook,
où pareil, vous aurez en fait cette dimension un peu communautaire ou de forum, en fait, qui peuvent rappeler le forum d'ailleurs, qui a encore des beaux jours devant lui. Et donc, du coup, voilà, tout ça, ça participe aussi. Et donc, la microcopie, c'est 3 niveaux d'information, voire 4, en fait, là, puisque vous avez un titre, un picto, un titre et le nombre de participants et le nombre de réponses apportées. Là, en lisant simplement cette liste, déjà, de thématiques, on a une idée de la profondeur de cette fac et de sa richesse. Voilà. Et donc, pour finir, avant de passer aux questions, parce qu'il nous reste effectivement peu de temps, où intervient l'UX Writing dans votre projet? Elle est à la frontière entre l'UX Design et le marketing, donc plutôt effectivement dans la stratégie de contenu. Mais en fait, quand vous allez vous poser la question de votre stratégie de contenu, en fait, tout est lié. Dès le marketing, on doit avoir cette notion de infuser qui sont vos utilisateurs, qui est votre audience, et donc faire de la recherche utilisateur pour corroborer, confirmer ou infirmer si vos hypothèses sont bonnes. Donc voilà, ça va venir infuser de votre communication. Ça a une importance puisque du coup, si on a une stratégie de contenu qui est forte, donc ça va influer sur le volume des ventes. Et donc voilà, là, c'est un schéma qui essaye de dissocier un peu où arrive l'UX Writing. Donc dans la stratégie de contenu, quand on est plus dans l'UX Design, c'est là où on va voir l'UX Writing et la microcopie, donc plutôt associée donc, aux interfaces. Et à droite, dans le marketing, c'est plus donc dans comment on va influencer la fonctionnalité et même dans notre business model, comment on prend en compte l'utilisateur. Et dans l'UX Writing, en termes d'interface, d'ergonomie du UI, il y a aussi une phase importante dans la stratégie de contenu du X-Writing qui doit être prise en compte. Si vous avez des sites, par exemple, multilingues, vous posez la question de la traduction, c'est important, Daniel me l'expliquait pour préparer ce webinaire. C'est, vous pouvez avoir un grand gap de nombre de lettres entre une langue et une autre. L'anglais et le néerlandais. Très straight to the point et l'allemand qui va être beaucoup plus long. Et donc, c'est des choses à prendre en compte parce que ça peut casser votre design, en fait. Tout à fait. Et tout ça, ce sont des questions qu'on se pose en atelier du X-Writing pour justement produire la microcopie qui parlera à votre cible, l'aidera dans sa diversité et répondra à tous vos enjeux de langue, de nationalité et marketing. Voilà. Et au niveau aussi de la traduction, pensez que en fait, les langages donc, ont un contexte culturel et que, par exemple, si on est sur des langues qui sont symbolisées par des caractères, du coup, les interfaces vont être beaucoup plus petites et aussi, potentiellement, le sens de lecture, en fait, peut changer. Et du coup, si vous avez pensé, en fait, votre navigation comme étant hyper facile à lire de gauche à droite, et en fait, il faut se dire qu'il faut prendre dans potentiellement du temps de dev que dans le multilingue, il va falloir changer l'interface de sens. Alors, pour ne pas perdre de temps, parce qu'on voit qu'il y a des questions, on va passer les slides suivantes qui vous expliquer la méthodologie, donc comment intégrer l'UX Writing et où dans votre projet digital de refonte ou de création de site ou de création de service ou d'application. C'est des slides qui sont très méthodologiques que vous pouvez récupérer ensuite. C'est ça. Donc, elles vous seront utiles si vous voulez creuser un peu le sujet, notamment méthodologique. Et en fait, du coup, peut-être pour finir, pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est l'UX Writing. Il faut créer des contenus qui soient épurés et créatifs en cohérence avec votre ADN de marque. Et vraiment, vous posez la question de qu'est-ce que vous voulez dire, quels sont les messages que vous voulez véhiculer, quel est le ton de votre voix. Quelle est votre ligne éditoriale. Rédiger des phrases courtes qui véhiculent les informations de manière très explicite. Il ne faut pas laisser de place au doute. Il faut être le plus inclusif possible, le plus accessible et développer la convivialité de vos contenus par le biais des visuels et de la transparence. Ça va ensemble. Il faut être clair, transparent dans ce que fait un bouton, de ce que fait une fonctionnalité, de ce qu'on demande à l'utilisateur.
Et voilà, ne pas hésiter à créer de la chaleur, de la relation et de convoquer des émotions agréables. Ok, donc on va passer effectivement ces slides qui sont un peu un bonus et que vous allez retrouver en annexe. Pour finir par le fait qu'on peut effectivement vous accompagner, nous, à Dimeo, dans l'UX Writing. Alors, oui, au stade de la stratégie, donc avec une analyse de la situation, du terrain de jeu, donc là, ce sont des audits, des benchmarks, des études, avec croisé, hein, ça va de l'analyse statistique de performance à des audits très édito, justement, ou alors très UX, très design. Vous avez de la définition forcément de la stratégie et de la trajectoire de transformation. Là, on peut proposer plusieurs scénarios de refonte ou de création. Et enfin, la définition d'une ligne éditoriale qui se fait souvent à travers des ateliers de co-création. Et enfin, un plan d'action, une espèce de roadmap de toutes les actions que vous aurez à conduire. La recherche utilisateur, donc là, avec des UX designers. C'est ça, donc voilà, on va venir donc, sur toute la partie stratégie, confirmer ou infirmer et prendre en compte les utilisateurs dans cette démarche pour voir quels sont les usages, si selon le contexte, du coup, les messages vont être plus ou bien moins acceptés. Il y a aussi des notions de tests qui peuvent être en parallèle de la recherche utilisateur. Donc voilà, définition des personas, si on a besoin de définir l'audience et du coup de la compléter par des usages, ça c'est complètement le giron de la recherche utilisateur de l'UX. Et enfin, la conception UX-UI pour donner vie à cette interface et prendre en compte le plan d'action et faire l'architecture de l'information, l'arborescence ou le user flow, le parcours utilisateur en termes d'écran séquencé, combien d'écrans il faut. Vu qu'on va faire du prototypage, l'UX Writing va être on va venir l'infuser là-dedans. Après, on va mettre la surcouche graphique, donc colorielle, typographique et iconographique, et on peut aussi faire des tests utilisateurs. Voilà, alors juste avant de passer aux questions, merci pour ceux qui sont encore là avec nous. Donc, on a un peu dépassé le temps. Voilà, on n'a pas de date là, ça va être l'été, mais on peut déjà vous communiquer les termes qui seront abordés donc en septembre. Et on va donc dû bien choisir son CRM, transformer votre site internet en machine à lead. Voilà, la stratégie de contenu SEO, le choix de la plateforme Analytics. Très en rapport avec l'actualité aujourd'hui. Google et LinkedIn Ads, l'UX Design, les tendances pour 2023. Exactement. Qui risque d'être fort intéressant. Accessibilité d'un site web, ça c'est un sujet qu'on aime beaucoup ici. Et l'éco-conception, les bonnes pratiques, c'est un sujet qui est très à la mode. Et c'est pas pour rien. Donc, on vous donne rendez-vous très bientôt. C'est ça. Alors, les questions pour ceux qui sont encore présents, et merci encore, et merci pour ceux qui malheureusement doivent s'en aller. Alors annoncer son texte à haute voix est-il un bon test? Alors, ça peut être un bon test si vous vous mettez en empathie avec l'utilisateur. Effectivement, si vous écrivez un texte et que vous vous mettez à la place de l'utilisateur et que vous vous dites, bon, ça a l'air de se tenir pas mal, bon, il y a des biais puisque du coup, c'est vous qui l'avez écrit et c'est vous qui le dites à haute voix. Mais bon, en soi, c'est déjà un premier pas vers de la conception centrée utilisateur. Voilà. Après, il peut y avoir des tests. Lors des tests, vous pouvez faire des questions spécifiques en fait, pour tester en fait, la microcopie, où par exemple, on va demander à l'utilisateur de parcourir la page. Et la question d'après, c'est qu'est-ce que vous avez retenu de ce texte en bas à gauche ou en troisième intention. Et du coup, essayer de voir est-ce que ce texte a été impactant tant dans sa forme que dans son fond. Demander de paraphraser. Donc, c'était quoi la teneur du texte? Donc, ça, déjà, c'est déjà, si on veut aller plus loin dans le test du texte, ça, c'est intéressant. Et alors, une question de Stéphanie. Un texte très ancré sur le langage courant risque aussi de tomber dans la caricature ou devenir démodé, notamment pour une cible milléniale. Alors, oui, c'est sûr qu'il faut justement doser, et ça, c'est beaucoup en rapport avec qui vous êtes, quelle marque vous êtes, quelles sont vos valeurs, dans quel secteur vous êtes,
quel est votre marché concurrentiel, etc. Évidemment, mais en même temps, je vous dis ça, et en même temps, moi, je suis à la Banque Populaire Rive de Paris, et ils ont beaucoup rajeuni leur approche du X-Writing pour leurs interfaces. Et en fait, ça fonctionne très, très bien. Donc, il faut trouver le juste milieu, la juste dose, en fonction de la cible à laquelle vous vous adressez, évidemment. Mais sachez quand même que ce n'est pas parce qu'on s'adresse que à des... C'est pas parce que ce sont que une cible lycéenne, par exemple, que... on peut très bien être direct et être dans l'action avec une cible plus senior, plus âgée, plus expérimentée. Au contraire. Mais voilà, c'est une juste dose, effectivement, il faut tester. Et c'est pour ça que les phases de test sont intéressantes, parce que ça permet de tester de l'efficacité d'un bouton avec un libellé plutôt qu'un autre. C'est testing, et ça peut tout à fait permettre d'éviter ce genre d'écueil. Alors, une question de Catherine qui nous demande sur Preto, ils ont appelé la rubrique conseils et réponses, ne vaut-il pas mieux l'appeler FAQ, qui est plus couramment utilisée chez les internautes? Est-ce que parfois l'originalité dans l'écriture ne nuit pas à la compréhension et à la navigation? Alors, si, tout à fait. Mais là, pour le coup, conseils et réponses, assez parlant. FAQ, en fait, c'est le terme de fonctionnalité. Mais quand on dit à l'utilisateur questions et réponses, déjà, conseils et réponses, ouais. Ça veut dire c'est là où je vais retrouver des conseils et des réponses. Donc, en fait, ça donne un autre angle à ce parfois fourre-tout qui est, en plus, la foire à questions. Ouais, déjà, ce terme-là, personnellement, après, voilà, c'est peut-être hyper subjectif, mais je ne le trouve pas hyper engageant. Foire à questions, c'est un peu un fourre-tout de qu'est-ce qui se passe, c'est ça, voilà. Non, là, voilà. Oui, tout à fait. En fait, la fac, vous avez raison, en fait. Il y a aussi une question de comment on se différencie de son voisin. Et le constat a sans doute été fait par Preto de se dire que leur fac était différente, que peut-être du coup, ils pouvaient s'autoriser à l'intituler différemment. Peut-être qu'ils sont plus dans une posture de conseil et pas simplement de questions-réponses. Peut-être que voilà, c'est peut-être plus des cas d'usage. Et donc, du coup, voilà, c'est pareil. Ça, c'est vraiment en fonction du contenu que vous allez proposer, de l'offre de valeur, et par rapport aussi à votre positionnement que vous pourrez déterminer. Mais effectivement, trop d'originalité, c'est pas bon, ne serait-ce que parce que vous êtes pas accessible à tous, parce que voilà. Par contre, être chaleureux et être dans l'empathie, ça, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. C'est ça. Et ça ne veut pas dire effectivement de mettre des phrases, complètement loufoques pour passer pour quelque chose de différent. Ouais. On avait vu là sur Preto que en fait c'est assez sobre leur ton. Tout à fait. Voilà, la communication d'ailleurs, ce serait plutôt d'être sobre. Hein. Une bonne communication, qu'elle soit web ou print ou même télé. On gagne toujours à être sobre et impactant plutôt que d'en faire trop. Et enfin, alors, Stéphanie, l'attente d'humanisation au travers des chatbots est forte. Un petit mot sur l'UX-Writing pour les chatbots. C'est une question très intéressante. Les chatbots, c'est une technologie qui se fait en fait au fur et à mesure. On alimente en fait le catalogue de mots, de référentiels au fur et à mesure que les questions sont posées. Effectivement, on peut avoir une approche UX-Writing. Ça existe aujourd'hui. Il y a des exemples de chatbots qui sont très intéressants, notamment sur le site Sephora, que vous pouvez aller voir, où là, on va être dans une approche justement très en empathie, très proche de sa cliente. Vous pouvez aussi voir sur les sites internet de type vente en ligne de vêtements, une marque comme Hemstone, par exemple, où là, on va être dans un chatbot où on est humanisé, où c'est très humanisé, parce que la personne se présente, elle a un prénom, elle nous parle, elle nous demande quels sont les types de conseils dont on aurait besoin. Donc, ça peut être de la taille à la matière, où est-ce que est fabriqué le vêtement, etc. Et voilà. Mais effectivement, c'est un sujet, les chatbots, c'est un sujet très intéressant. Oui. On pourrait tout à fait se pencher dessus sur un prochain webinaire. Et enfin, Florence, est-ce que l'écriture inclusive est recommandée ou non d'un point de vue du UX-Writing ?
Alors ça prend en compte, même dans votre ADN. Est-ce que vous voulez aller sur ce terrain-là ou pas? Ouais. Moi, d'un point de Quelle vue est votre audience, quoi? D'un point de vue tout à fait personnel, mais là, il faut vraiment se poser la question de votre ligne éditoriale, votre positionnement. Si vous êtes une institution, que vous êtes engagé sur le sujet du droit des femmes, de la parité, peut-être que vous ne pouvez pas en fait vous en passer de l'écriture inclusive. Peut-être qu'elle est trop importante aujourd'hui. Peut-être que vous vous en séparez plus tard parce qu'elle le sera moins. L'actualité aussi fait beaucoup avancer ces questions-là. C'est vrai que objectivement, d'un très objectif pratico-pratique, que ce soit dans un mail, dans un cahier des charges, dans une réponse à un appel d'offres ou dans un site internet, voilà, ça peut être une contrainte. Ça peut être une contrainte parce que, voilà. Et puis, à lire, c'est compliqué. À lire, c'est compliqué. L'écriture inclusive, elle n'a pas été pensée pour être accessible à tous les 10 et toutes les personnes qui ont des difficultés de lecture. Mais ça, c'est une question presque d'engagement, voire même d'engagement politique. C'est ça. Il faut se poser cette question en regard de votre organisation, ce que vous voulez véhiculer. Moi, il m'arrive très souvent d'utiliser l'écriture inclusive parce que pour moi, elle a du sens. Elle porte un sens. Donc, ça, c'est vraiment à vous de voir. Je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions. On a répondu à toutes les questions, en tout cas, qui nous ont été forwardées par notre animateur. Voilà, on a dépassé l'heure. Oui, désolée. Désolé, on pourrait y passer voilà, toute l'après-midi à parler de ce sujet. Merci encore et on vous souhaite peut-être un bel été. On se retrouve en septembre. Avec plein d'autres sujets très intéressants. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir.